Est-ce que vous allez bien? Oui, c'est vrai? Bon. Est-ce que l'usine extraordinaire, ça vous a plu? Oui? Bon, quel enthousiasme, très bien. Il y a beaucoup de garçons là, que des garçons quasiment. Non, il y a quelques filles, mesdames. Bon. Alors, là, vous êtes à l'Agora Partagée. L'Agora Partagée, c'est la partie conférence de l'usine extraordinaire. Donc pendant 3 jours, vous avez une kyrielle de conférences, de keynote, de tables rondes. Là, vous allez assister à une keynote de Julie Marcia, qui est chargée de communication chez ITER. Est-ce que vous savez ce que c'est que ITER, le projet ITER? Ça vous parle? Pas du tout? Personne n'a une idée? Eh bien, oui. Oui, c'est ça, exactement. Si vous voulez monter sur scène, ça ira. Non, Julie va vous en parler mieux que moi et je lui cède immédiatement la parole. Si on a un peu de temps à la fin, on a 15 minutes. Si on a un petit peu de temps, on prendra vos questions avec plaisir. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous, donc bienvenue. Moi je suis Julie Marcia, comme Anthony l'a dit, je travaille pour le projet ITER au sein du service communication. Donc je suis très heureuse de vous parler, de vous présenter le projet. Donc apparemment certains connaissent un petit peu le projet ITER. Qui d'entre vous n'a jamais entendu parler du projet ITER? D'accord, donc ça fait quand même une bonne partie de la salle. Donc on est là pour ça, ça fait partie des objectifs du département communication dont je fais partie, qui est d'informer le grand public sur les objectifs de ce projet unique au monde, qui a pour objectif de reproduire l'énergie qui alimente le cœur du soleil et des étoiles. Donc c'est un défi qui n'est pas simple, c'est un défi qui est assez unique et qui est extrêmement prometteur pour l'avenir et surtout pour vous qui êtes une population relativement jeune. Donc ITER, c'est quoi ? C'est une collaboration internationale, c'est un projet de recherche scientifique qui va viser à démontrer l'industrialisation possible de l'énergie de fusion. Voilà, donc pourquoi on fait ça ? Eh bien, vous savez qu'on a une population de la planète qui augmente, on a une population qui augmente. Avec ça, on a une évolution de nos besoins énergétiques, une augmentation de nos besoins énergétiques. La consommation d'énergie a doublé depuis les années 70. On est tous connectés sur nos téléphones portables, nos modes de vie ont évolué. Et quand on se pose la question d'où vient l'énergie aujourd'hui dans le monde, vous avez ce petit schéma là que vous voyez normalement à droite, en rouge. Ça vous dit qu'en fait, toute l'énergie dans le monde, on a 70% de l'énergie qui provient de la combustion de ressources fossiles. Donc le gaz, le pétrole, le charbon. Ce modèle, il n'est pas viable. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les ressources ne sont pas infinies. On est en train de puiser dans les ressources et également on fait face à des dangers, des risques pour l'environnement, pour la santé, pour l'homme, pour la planète. Donc le projet ITER va tenter de répondre à une problématique qui touche absolument toute la planète, qui est de comment produire massivement de l'énergie sans générer de CO2. Alors la fusion, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la fusion nucléaire? Peut-être pas. Donc c'est ce qu'on perçoit tous les jours sous forme de soleil, sous forme de chaleur et de lumière, et c'est rien d'autre que l'énergie qui alimente le cœur du soleil. Voilà, donc dans les années 20, les scientifiques se sont aperçus, après des années de recherche, ont abouti aux conclusions suivantes, que le soleil brille, car c'est une énorme masse d'hydrogène, c'est une masse qui est 330 000 fois supérieure à celle de la Terre, dans laquelle les conditions font que les atomes, les noyaux, entrent en collision de manière naturelle et produisent énormément d'énergie. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le cœur du Soleil. C'est la raison pour laquelle le Soleil brille. Voilà, ça, c'est découvert dans les années 20. Les scientifiques vont plus loin et décident de recréer ces conditions-là sur Terre, donc dans des machines qui s'appellent les tokamaks. Donc les tokamaks existent depuis les années 50, on va dire. Il y a eu une centaine de tokamaks dans le monde. Certains sont encore en opération. Et donc, c'est des machines sur Terre qui vont permettre de recréer ces conditions de fusion thermonucléaire. Donc, comment on va faire ? Donc, on a cette grande chambre à vide. On va faire le vide. On va enlever absolument tout l'air, toutes les impuretés qui peuvent être présentes dans cette chambre à vide. Il faut savoir que si vous avez une fuite qui est de la taille d'un millième d'un cheveu, ça ne fonctionne pas. Voilà, il faut des conditions vraiment très complexes pour y arriver. Et si vous ne maîtrisez pas tous les paramètres, ça ne fonctionne pas. Donc on fait le vide, on injecte un mélange de gaz, donc c'est des isotopes de l'hydrogène, le deutérium, le tritium. On le chauffe à une très très forte température qui est 10 fois plus forte, 10 fois plus chaude que celle du cœur du Soleil, soit 150 millions de degrés. Une fois qu'on arrive à cette température-là, le gaz passe à l'état de plasma et on a d'incroyables quantités d'énergie qui sont libérées. Donc c'est le principe de la fusion par confinement magnétique dans le cœur d'un tokamak.
donc qui est la machine que l'on va construire à ITER. Donc tokamak, ça vient du russe pour chambre toroïdale, bobine magnétique. Donc les avantages, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que la fusion, c'est une source d'énergie qui est propre, donc elle ne dégage absolument pas de déchets de haute activité à vie longue. C'est une énergie qui est sûre, il n'y a pas de risque d'emballement, d'explosion, de fonte du cœur, il n'y a pas de réaction en chaîne. C'est une énergie inépuisable, donc on a des ressources qui sont disponibles de manière quasiment illimitée, et une énergie massive, donc 1 gramme du mélange de deutérium-tritium produit autant que 10 tonnes de pétrole. Alors, quand vous savez ça, vous comprenez pourquoi les 35 pays et 7 membres du projet ITER travaillent ensemble pour développer cette nouvelle source d'énergie. Donc là, vous avez derrière moi une image très simplifiée. Pour vous donner une idée en termes de ressources, la batterie d'un ordinateur portable et l'eau d'une demi-baignoire pourraient subvenir aux besoins énergétiques d'un Européen moyen, donc comme vous et moi, pendant 30 ans. Voilà, donc on aurait besoin uniquement de ça pour subvenir à nos besoins pour une période de 30 ans. Donc voilà, c'est assez quand même prometteur pour l'avenir et les rendements sont extrêmement massifs. Donc le tokamak que l'on va construire à ITER sera la plus grande machine de fusion jamais construite au monde. Ça sera la première à produire plus d'énergie que ce qu'elle n'aura consommé. Donc l'objectif principal est de produire 10 fois plus d'énergie, soit 500 mégawatts par rapport aux 50 mégawatts que l'on aura mis dans la machine pour chauffer. Voilà. Il va faire 23 000 tonnes. On va tester différentes technologies, différents matériaux pour après les utiliser dans les machines du futur. Donc c'est vraiment une étape indispensable dans la recherche vers la fusion et qui va ouvrir la voie aux réacteurs industriels. Donc comment est-ce qu'on est organisé? Donc on a un statut d'organisation internationale. Il y a 7 membres, 35 pays, vous avez les drapeaux qui sont ici, qui participent au projet ITER. L'Europe est responsable de 45% du programme et les autres pays se partagent le reste, donc soit 9% chacun. Donc tous les pays se partagent les ressources humaines, la science, le design, l'ingénierie, les finances. Ils mettent tous leurs moyens en commun pour construire ce tokamak qui peut être considéré comme le plus grand mécano du monde. Il y a 1 million de pièces, 1 million de composants, 10 millions de pièces. Toutes les pièces vont être fabriquées par tous les membres, livrées ensuite par convoi exceptionnel, on va le voir après, et assemblées pièce par pièce dans le bâtiment tokamak des réceptions des pièces. Voilà. Donc là, vous voyez un peu l'itinéraire ITER tel qu'il est fait. Donc toutes les pièces arrivent par bateau, elles sont déchargées au port de Fos-sur-Mer. Et ensuite, on a toute une partie qui se fait par convoi, ce sont des remorques. Vous avez quelques photos qui vous donnent une idée de la taille des pièces que l'on peut transporter. C'est assez gigantesque. Ça peut aller jusqu'à 600 tonnes, 40 mètres de long. Et donc, toute cette route-là est empruntée la nuit. C'est la société Daher qui est responsable des transports. Et on a déjà reçu 72 colis hautement exceptionnels qui sont déjà arrivés et stockés sur site. Alors, pour faire ça, forcément, on a besoin d'hommes, on a besoin de main-d'œuvre, c'est extrêmement important. Donc aujourd'hui, on a 4000 personnes qui travaillent sur le site d'ITER. Donc sur ces 4000, on a à peu près 1600 personnes dans les bureaux. On a 2300 personnes qui sont sur le site de construction. Et dans les usines, on a à peu près 2000 personnes dans le monde entier qui travaillent sur la fabrication, le design et dans les agences domestiques. Donc la langue de travail, bien évidemment, c'est l'anglais. On travaille avec des Japonais, des Chinois, des Russes, dans le bureau à Saint-Paul-les-Durances, donc dans lequel moi aussi je fais partie. On est vraiment dans un environnement international et c'est extrêmement enrichissant d'un point de vue professionnel comme d'un point de vue personnel. Donc on est tous derrière un objectif commun, premier plasma en 2025. Et voilà, donc pour l'instant le calendrier est tenu et on fait tout ce qu'on peut pour arriver à cet objectif qui est de réaliser le premier plasma en 2025. Donc là vous avez une vue sur le site de construction. 39 bâtiments sont aujourd'hui en cours de construction à Saint-Paul-les-Durances. C'est à une trentaine de kilomètres au nord d'Aix, 60 kilomètres à peu près de Marseille. 39 bâtiments, 42 hectares. Vous avez une vue là sur le site. Il y a près de 500 entreprises qui travaillent sur le chantier, donc 420 entreprises françaises. Donc c'est extrêmement bénéfique aussi pour la région, pour la France. C'est très porteur d'emploi. Et je vous invite fortement à suivre l'actualité, à vous mettre au cours d'anglais, parce qu'on aura besoin d'énormément de main-d'œuvre pour faire tourner la machine et participer à ce projet qui est absolument incroyable. Donc je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez toutes les adresses là qui sont en bas. Le site se visite également. Vous pouvez venir nous rendre visite quand vous voulez. Vous avez toutes les infos sur la page iter.org @visiting. Enfin, vous avez l'adresse qui est ici. Voilà. Merci pour votre attention.
Anthony, j'imagine que vous avez Merci des questions. infiniment, Julie. C'est gentil, on peut l'applaudir. Est-ce qu'il nous reste 5 minutes? Est-ce que vous avez des questions pour Julie sur le projet ITER? Alors moi, je vais peut-être en poser une d'abord. C'est le privilège d'être sur scène. Est-ce qu'on recrute chez ITER beaucoup? Et si oui, sur quel métier, Julie? Alors, on recrute énormément d'ingénieurs en génie mécanique, d'ingénieurs également dans le département scientifique. Donc, tout ça se passe sur le site internet. Vous avez l'adresse qui était affichée, c'est iter.org/job. Donc, la page, par contre, tout est en anglais. Il faut postuler en ligne. Et voilà, vraiment, la condition prérequise, c'est d'être bilingue puisque tout se fait en anglais. Mais on a besoin d'énormément d'ingénieurs. Génie mécanique, ça va vraiment être, je pense, la fonction clé dans les années à venir. Voilà. Merci, Julie. Est-ce qu'il y a des questions? Jeune homme, on va vous passer un micro. Ça va prendre combien de temps pour réaliser le projet? Très bonne question. Donc là, aujourd'hui, on est en construction. On démarre l'assemblage au printemps de l'année prochaine. Au printemps 2020, on va poser la première pièce dans la machine. En 2025, on va faire le premier plasma uniquement avec du gaz, de l'hydrogène. Après, on passe en phase première. Donc ça, c'est en 2025. Après, on a une approche graduée qui est hydrogène, deutérium, deutérium, deutérium. Et en 2035, on réalisera des plasmas de pleine puissance, deutérium, tritium. Donc à partir de 2035, on a 15-20 ans de recherche prévue. Et à partir de là, on aura démontré, à la fin de ces 15 ans, on aura démontré la faisabilité technologique de l'énergie de fusion. Donc à côté de ça, chaque membre prépare son démonstrateur. Donc ITER, c'est pas la fin, hein. Après ITER, il y aura des démonstrateurs qui pourront convertir leur énergie en électricité, chose que l'on ne va pas faire à ITER, parce que c'est encore un prototype. Et on peut espérer voir les machines industrielles de fusion dans les années 2070. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait sur le long terme, mais j'ai face à moi un public relativement jeune et je pense que vous serez tous là pour voir les premières machines de fusion industrielle. Voilà. Est-ce qu'il nous reste encore... On a le temps pour une question. Non? Plus de questions? Si. Ah pardon, excusez-moi, monsieur. Prenez le micro, monsieur. De 150 millions de degrés. Monsieur. Comment fait-on pour atteindre une température de 150 millions de degrés? Alors oui, ça paraît incroyable, hein, ça l'est, purement et simplement. En fait, on a 3 types de chauffage. Donc vous imaginez être dans une cuisine, vous êtes dans votre cuisine, vous prenez le grille-pain, le micro-ondes et quand vous allez dans un café vous faire un cappuccino ou un thé. Donc en fait, le grille-pain va offrir la résistance électrique, en fait ça va contribuer au chauffage. Les micro-ondes, c'est les ondes électromagnétiques. Je crois qu'il faut à peu près 20 000, c'est l'équivalent de 20 000 micro-ondes, si je ne me trompe pas. Et enfin, on a les injections de particules de très haute énergie qui vont contribuer également au chauffage et faire en sorte qu'on atteigne ces températures exceptionnelles. À côté de ça, on va injecter 50 MW dans le gaz et on va atteindre cette température qui est juste 10 fois plus chaud que dans le cœur du Soleil. Voilà. Moi, j'ai une toute dernière question et après, on passera à la table ronde suivante, enfin la conférence suivante. Qu'est-ce que ça fait de travailler au quotidien dans une institution multiculturelle comme ça? Vous avez dit, tu as dit tout à l'heure, Julie, 35 pays, c'est ça? Donc 35 pays, 7 membres. Donc on a tous les pays de l'Union européenne plus la Suisse, le Japon, la Chine, la Corée, l'Inde, la Russie. Bien, c'est juste incroyable comme expérience, surtout dans le sud de la France. C'est pas quelque chose qui est quand même courant. Et c'est absolument extrêmement enrichissant. C'est pas facile tous les jours parce qu'effectivement, il y a des différences dans la manière d'appréhender les autres, dans la manière d'adresser à son collègue, dans la manière de se parler, de prendre des décisions, de se comprendre. Mais on a la chance après d'être invité à des repas japonais, chinois, coréens, russes, de partager notre culture au quotidien. Et c'est extrêmement enrichissant d'un point de vue personnel et humain. Voilà. Merci infiniment, Julie. On peut l'applaudir. Merci. Merci beaucoup à toutes et à tous. Excellente soirée. Donc chacun